Aujourd'hui, ton bip, demain, ton docteur. Je ne dis pas le terme pour pas faire ban la vidéo, mais vous avez compris. On va parler aujourd'hui de VSS, notamment dans le milieu médical, et on va parler notamment d'une affaire qui est celle de Nicolas W, actuellement externe en médecine, si je ne me trompe pas, à la faculté de Limoges, qui est en train de passer le concours pour devenir interne en médecine, c'est-à-dire pour devenir médecin à terme. Et Zoé voulait nous parler de ça parce que c'est quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois pour des histoires un peu sordides. Et ça laisse la question de lui laisser ou non la capacité d'être médecin, c'est-à-dire d'avoir accès au corps des patients et des patientes, notamment dans des circonstances où il y a un rapport de domination évident entre le médecin et la patiente notamment. On reçoit Dr Zoé que vous commencez à connaître. Dr Zoé, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça va bien? Ouais, je t'entends bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un truc pas très rigolo, mais c'est très important qu'on en parle. On va parler donc de cette affaire qu'on va détailler un petit peu. On va parler plus largement des violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la médecine parce que c'est un vrai sujet et que c'est globalement l'enfer. Et au-delà du cas individuel, l'objectif, ça va surtout être de porter un discours systémique et politique sur ce qui se passe. Parce que c'est bien de déplorer les situations problématiques, mais c'est surtout mieux de mettre en place des trucs pour que ça arrête d'exister et d'exister au niveau auquel ça existe actuellement. Et on en reparlera, mais c'est juste hallucinant que les gens qui sont censés soigner les personnes dans ce pays évoluent dans un milieu où la violence sexuelle est autant normalisée et autant banalisée, et surtout où les agresseurs sont objectivement protégés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Je profite dès le début là pour dire que il y a un rassemblement qui est prévu mercredi 29 mai, donc mercredi prochain, devant le ministère de la Santé à 18h pour protester contre le fait qu'un agresseur multirécidiviste condamné soit autorisé à poursuivre ses études et à devenir médecin, et plus largement pour demander le fait que les gens qui sont inscrits au fichier des délinquants sexuels ne puissent pas exercer un métier en lien avec un public vulnérable et notamment avec des patients. Voilà, voilà, donc on va parler de tout ça. Je me représente très vite fait. Je m'appelle Zoé, je suis médecin généraliste, je suis militante de gauche et militante féministe. Et ce soir, on dit les termes sur les agresseurs en médecine. Oh là là là, mais tu présentes mieux que moi là. On croirait entendre un présentateur radio professionnel. Donc du coup, on va parler de Nicolas W, c'est ça? Son nom sans le... il n'est pas sorti d'ailleurs, mais donc c'est comme ça qu'on l'appelle dans la presse, je crois, qui est actuellement étudiant en médecine à Limoges. Mais il faut savoir que Nicolas n'a pas toujours été étudiant en médecine à Limoges, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui sent déjà la douille. Raconte-nous un peu tout ça, Zoé, s'il te plaît. Ok. Alors déjà pour commencer, je vous le dis tout de suite, je marche un peu sur des œufs en parlant de cette histoire, car Nicolas W, il a un bon budget défense, il a un bon budget avocat, et qu'il a visiblement un réseau, en tout cas un petit peu plus étoffé que le mien. Et donc je vais faire attention à ce que je dis. Tout ce que je dis, ce sont des choses qui sont sorties dans la presse, d'accord, qui sont disponibles dans des articles. Et donc ce n'est pas moi qui dis ça de mon propre chef. Je reprends les informations qui sont publiques au sujet de cette affaire. Alors moi, si tu veux, j'ai un bon réseau à te prêter, mais c'est un réseau constitué principalement de militants CGT et de militants des jeunesses communistes. Donc je sais pas si ça te sert à se défendre devant des cabinets d'avocats parisiens, par contre. Alors en vrai, je crois que c'est moins efficace pour être en impunité face à la justice, visiblement, parce que bon, il y a des gens qui sont, qui sont autorisés à continuer à faire des études de médecine alors qu'ils sont condamnés pour être agresseurs sexuels multirécidivistes. Puis il y a des gens qui prennent 12 mois de prison avec sursis pour un tract, hein. Donc bon, j'ai l'impression, C'est vrai, j'ai c'est vrai, c'est vrai. j'ai l'impression que je suis pas dans le bon camp là pour être bien défendue. Ouais, mais on fait des barbecues, on fait des barbecues. Bon, allez, je vous explique parce que cette histoire, elle est dingue et il faut vraiment que ça sorte et que les gens soient au courant. Heureusement, il y a vraiment des médias qui commencent à couvrir l'affaire. Il y a plein d'associations, notamment d'associations féministes, qui s'emparent du sujet. C'est hyper important. Donc, Nicolas W, donc il est présenté comme ça dans la presse, c'est un étudiant en médecine qui a récemment été condamné à 2 reprises.
Il a été condamné une première fois en décembre dernier devant le tribunal des mineurs pour une agression sexuelle commise quand il était mineur sur une jeune fille également mineure. Il a pris 4 mois de prison avec sursis. Il a ensuite été On a jugé. des infos sur l'agression sexuelle, désolé de te couper, mais c'est ce que tu sais ce que c'était cette agression? On sait un peu ou pas du tout? Sur cette jeune fille mineure, moi, j'ai pas vu d'infos précises. On a Ok. plus d'infos sur les autres agressions qui ont été jugées où le jugement a été rendu en mars dernier. Donc, ensuite, donc ça, c'était une agression qui a eu lieu en 2013. Ensuite, Nicolas W a été mis en examen et a été jugé là récemment pour 5 agressions sexuelles différentes qui se sont étalées entre 2017 et 2020 et qui ont eu lieu essentiellement dans le milieu étudiant et dans le milieu festif. Ces agressions, l'une d'elles, en fait, correspondait à la définition juridique d'un viol, mais la victime a accepté ce que les victimes acceptent souvent, c'est-à-dire la correctionnalisation du viol en agression sexuelle. Donc, il a été jugé devant un tribunal correctionnel et pas devant une cour d'assises. La victime, elle a accepté cette correctionnalisation dans l'espoir qu'il soit jugé plus vite, en fait, et notamment dans l'espoir qu'il puisse avoir une interdiction d'exercice. Une interdiction de poursuivre ses études de médecine, car les victimes, leur revendication principale, c'est celle-là. Elles n'ont même pas de demande sur la prison, elles n'ont même pas de demande. Bon, j'imagine qu'elles préfèrent qu'il soit condamné lourdement, hein, évidemment. Mais en fait, elles, ce qu'elles demandent surtout, c'est que cette personne ne puisse pas devenir médecin et avoir accès au corps des patients dans une position dominante évidente, qui est la position de soignant face à un soigné, et particulièrement la position de médecin avec le statut, etc. Donc, ce qu'on sait de ces affaires, c'est que ça s'est produit dans le milieu étudiant, dans des contextes festifs, alcoolisés. L'une des jeunes filles s'est rapportée dans la presse, raconte que elle se réveille, elle était endormie au cours d'une soirée, et en fait, elle se réveille avec 7 personnes au-dessus d'elle qui est en train de la pénétrer. Donc là, on parle d'un viol, hein. Voilà, je suis désolée hein, pour les détails durs, mais il faut dire de quoi on parle. Et qu'elle est tétanisée, qu'elle se met à pleurer, etc. Les victimes de cette personne souffrent bien sûr des conséquences et du traumatisme liés aux agressions sexuelles. Et donc, il a été jugé assez récemment et il a été condamné, ce qui est assez rare au tribunal correctionnel, à 5 ans de prison avec sursis. Mais c'est énorme en fait, en tribunal correctionnel, 5 ans de prison avec sursis. 5 ans de prison avec sursis, c'est énorme. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le procureur a fait appel. Donc là, il va être rejugé en appel. Le D'accord. procureur fait appel et il dit, je le cite, hein, devant la gravité et la répétition des faits, une peine, il estime que ça nécessite une peine de prison ferme. Attends, il y a des mecs Voilà. qui ils ont volé un sandwich, ils ont volé un Red Bull, ils ont pris du prison ferme. Le mec a pris du sursis pour 5 agressions sexuelles, dont certaines qui peuvent être qualifiées de viol. Enfin, c'est la folie, hein. Ouais, c'est la folie. Et comme à chaque fois, alors ça on ne sait pas, mais ce que je peux dire, c'est qu'en règle générale, la majorité des victimes ne portent pas plainte. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Donc là, on a 5 personnes qui se sont déclarées. Bon, voilà. Surtout qu'il est jeune, hein. Il a quoi? Il Il a 26 ans actuellement. À 26 ans, le mec, ouais, c'est une dinguerie le truc, hein. Enfin, Mm, c'est vraiment quand on voit. Moi, je ne diffame jamais personne, tu le sais. Quand on voit ce genre de comportement, on peut penser à certaines personnes qui agissent comme des prédateurs. On pourrait penser à certains hommes politiques. Évidemment, on ne pense pas à lui, mais voilà, ça fait quand même beaucoup de répétitions et beaucoup de répétitions dans des contextes en plus comme le contexte festif, qui est un contexte où, bah voilà, s'il y a de l'alcool, si parfois même des gens utilisent des drogues, ben ça aide un peu, quoi, on va dire. tout à fait. Et donc l'histoire déjà en soi, elle est dingue, mais ce qui est surtout dingue, c'est qu'il va falloir vous expliquer comment ça s'est passé depuis qu'il est mis en examen au niveau des réactions de sa fac et de l'hôpital. Parce qu'en fait, cette personne, à la base, il était étudiant à Tours. Il était étudiant à la fac de Tours. Quand les affaires sont sorties, 3 des plaignantes sont des camarades de promotion de cette personne, hein. Quand l'affaire est sortie, ce qu'on sait, alors là, je vous dis ce qui est sorti dans la presse, c'est qu'il a été reçu par le doyen de Tours, le doyen de la fac de médecine de Tours, en présence de ses parents. Et ces 2 parents sont des médecins réputés de Tours, qui, a priori, connaissent le doyen. Il a été reçu. On n'a pas de traces de cet entretien. Le doyen n'a pas gardé de traces. Le doyen dit qu'il aurait pris des mesures
à ce moment-là pour qu'il ne soit plus au contact de patientes, etc. Sauf qu'on n'a aucune trace de ça et qu'il y a des gens qui témoignent qu'ils l'ont vu en stage. Ensuite, quelques jours plus tard, il a reçu les plaignantes, le doyen, et aucune procédure disciplinaire n'a été engagée contre cet étudiant. Alors, c'est pas le doyen de la fac de Tours qui doit s'en occuper, c'est le président de l'université. Et donc, personne n'a jugé utile de lancer une procédure disciplinaire. Par contre, comme ça a forcément commencé à se savoir dans sa promotion, il a été transféré à la faculté de médecine de Limoges. Ce qu'on sait, c'est que le doyen aurait fait une lettre de recommandation pour qu'il puisse être transféré à Limoges. Arrivé Non, à la mais fac de c'est médecine, la folie. Déjà, le truc, c'est la folie parce que normalement, c'est à partir d'un concours qu'on a médecine et qu'on arrive dans une fac. Donc, t'es pas transféré comme ça d'une fac à l'autre parce qu'il y a un nombre de places par fac. Enfin, c'est déjà très très étonnant, tu vois, comme truc. tout à fait. Alors, en plus, il faut aussi savoir que c'est une personne qui a été placée en détention provisoire à un moment, pendant 2 mois. Et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui qu'on met en détention provisoire, Ça veut dire qu'il y a des magistrats qui estiment qu'il est dangereux, en fait. Donc, il est transféré à Limoges. Pareil, alors là, il y a des informations très contradictoires parce que d'un côté, du côté, on va dire, des institutions, on aurait dit que des mesures avaient été prises pour qu'il ne soit pas seul avec des patientes, pour qu'il ne soit pas seul dans des chambres, etc. Sauf qu'en pratique, les étudiants en médecine de Limoges témoignent que aucun d'entre eux n'était au courant de la condamnation de Nicolas W. Lui, il est arrivé dans la promotion en disant qu'il venait pour un rapprochement familial, pour se rapprocher de ses parents âgés. Il faut savoir qu'en médecine, le transfert d'un étudiant d'une fac à une autre, c'est rare. Ça arrive pas souvent, c'est compliqué à obtenir. Et donc, en fait, il a fait sa petite vie, il s'est intégré à la promo sans que personne ne soit au courant de sa mise en examen à Tours. Et comme personne Le n'était au truc avec les courant, patientes, moi ce que je comprends pas déjà, c'est encore une fois, c'est un peu bizarre parce que soit c'est clair, il y a un truc en quoi on dit ce mec n'a pas le droit d'approcher de patiente, auquel cas il peut pas être médecin. En réalité, tu vas pas soigner que des hommes, je vois pas trop comment c'est possible, tu vois. Soit c'est clairement dit, soit c'est pas clairement dit, mais c'est pas un vieux truc. Oui, il paraît qu'il aurait pas dû en voir, mais ça repose pas normalement sur lui, tu vois. Enfin, c'est super bizarre comme truc. Normalement, ça veut dire que toutes les personnes qui l'ont eu en stage sont au courant, tu vois, genre, je sais pas, la cadre de santé, le médecin qui l'encadre, enfin voilà, normalement les gens devraient être au courant. Si personne n'est au courant, c'est chelou, tu vois. il se trouve que de ce qui est paru dans la presse, encore une fois, de ce que relaie notamment un collectif des étudiants de Limoges, dont je vous parlerai juste après, il se trouve que, a priori, les personnes qui l'encadraient en stage n'étaient pas au courant, donc je vois pas comment ils ont pu faire attention à protéger éventuellement les patients ou les étudiantes s'ils n'étaient pas au courant. Et donc, il a fait sa petite vie comme ça jusqu'en 2022, où en fait, l'histoire s'est sue chez des étudiants de Limoges. Et donc là, il y a un collectif d'étudiants à Limoges qui s'est monté, qui s'appelle le collectif Emma Auclair. On vous mettra leur compte Instagram en description parce qu'ils ont fait un énorme travail de documentation de cette affaire. Et eux, ça les a scandalisés. Et donc, ils ont commencé à se mobiliser, à militer. Ils ont contacté plein de monde. Ils ont demandé à rencontrer le doyen. Ils ont demandé à rencontrer d'autres personnes qui sont encadrantes dans leur fac. Ils ont contacté le Conseil de l'Ordre. Ils ont contacté des hospitalo-universitaires, bref, des syndicats médicaux, etc. Très honnêtement, visiblement, ils se sont retrouvés très très seuls dans cette lutte. Et moi, je tiens à dire que je trouve qu'ils sont extrêmement courageux de faire ça parce qu'en fait, la réalité actuellement, c'est que c'est l'omerta, en fait. Personne ne se prononce sur cette histoire, ni à la fac de Limoges, ni dans d'autres facs. La majorité des médecins, notamment hospitalo-universitaires, qui s'occupent de la formation, ne se prononcent pas. Et en fait, tout le monde se cache derrière oui, oui, mais en fait, c'était quand même normal qu'on le laisse poursuivre ses études parce que c'est la présomption d'innocence. Et là, tu as envie de dire, mais attendez, la présomption d'innocence. Alors, moi, je veux bien la présomption d'innocence. Moi, je ne demande pas à ce que ces mecs-là, on les envoie au bagne à Cayenne, d'emblée. Bien sûr qu'il faut faire une enquête, bien sûr, tout ça. Mais il y a un principe de précaution de base qui est qu'un mec qui est accusé de multiples agressions sexuelles, Condamné tu ne le aussi. laisses pas Il est avoir pas juste accès accusé, à des il est patients. condamné en fait, le gars. Et maintenant, il est condamné. Mais à l'époque, il était accusé. Si tu veux, Mm. l'argument, c'était ça.
Bon, il se trouve qu'il n'y a toujours pas eu de procédure disciplinaire. La procédure disciplinaire vient d'être annoncée par la présidence de Limoges, là, mais très récemment, genre il y a une semaine. Ça aurait pu avoir lieu bien plus tôt. Et il se trouve que cet étudiant est actuellement en 6e année de médecine. Et donc, actuellement, il y a eu une décision récente du tribunal administratif qui estime que, en gros, hein, ce qui est rapporté, c'est que, en fait, il a agressé dans le milieu festif et pas dans le milieu du soin. Donc, bah, visiblement, il n'y a pas de problème. Et il a agressé à Tours et pas à Limoges. Donc, en fait, ça passe. Il peut poursuivre son cursus. Là, il passe ses examens du concours de la 6e année la semaine prochaine. Et après, bah, écoutez, ma foi, si tout se passe bien, si la condamnation reste ce qu'elle est, c'est-à-dire 5 ans de prison avec sursis, et ben, à la fin de son internat, pour pouvoir s'inscrire au Conseil de l'ordre, ça n'apparaîtra plus sur son casier judiciaire et il pourra tranquillement devenir médecin. Tout va bien. Vraiment, tout est nickel là. Il n'y a aucun échelon qui pose problème. Bien entendu, vous vous doutez bien que le fait d'être le fils de 2 médecins très réputés qui connaissent plein de monde n'a rien à voir avec le fait qu'il ait eu un traitement si clément, hein. Bien entendu, ça n'a rien à voir. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc voilà, donc on se retrouve dans cette situation qui est absolument ubuesque, où cet homme va pouvoir, en l'état actuel des choses, devenir médecin. Et donc c'est pour ça qu'on se mobilise, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'il y a un rassemblement devant le ministère de la Santé le 29 mai. Et puis ensuite, je pense qu'on va en parler un petit peu plus largement, mais je pense qu'il faut qu'on parle plus largement des violences sexistes et sexuelles en médecine, et notamment du fait que cette espèce de manière de déplacer les agresseurs, ça a l'air d'être plus ou moins OK. Il va aussi falloir qu'on ait des enquêtes, sincèrement, de vraies enquêtes, hein, pas des enquêtes où on n'interroge que la moitié des gens qui sont concernés, pas des enquêtes de copinage, mais des vraies enquêtes sur qu'est-ce qui s'est passé à Tours, qu'est-ce qui s'est passé à Limoges, est-ce qu'il y a d'autres cas dans la France? Parce qu'en fait, ça se trouve, il y a d'autres cas qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a un système généralisé qui se démerde pour protéger les agresseurs sexuels en médecine? C'est une vraie question et cette affaire-là doit faire poser la question. C'est inadmissible. Bah, il y a deux choses. Ouais. À la fois, enfin, on voit que c'est quand même particulièrement clément. Et c'est étonnant parce que tu vois, j'ai pas entendu les gens d'extrême droite, les Alice Cordier nous parler de ce genre d'histoire. Mais tu vois, ça aurait été un arabe, je pense qu'il aurait pris plus de 5 ans avec sursis. Tu vois, je dis ça, je dis rien. Et aussi, cette histoire de déplacement, il y a plein de gens dans le chat qui disent on croirait les prêtres dans l'église. Mais c'est un peu ça, ouais. Il y a un problème, bon, on déplace le problème, comme ça se sait pas, et puis on étouffe l'affaire, quoi. Il y a juste la volonté d'étouffer l'affaire pour pas que la réputation soit entachée, mais les victimes, on s'en branle dans ce cas-là, parce que ça peut recommencer à n'importe quel endroit, quoi. Et puis, si tu veux, il y a d'autres parallèles qu'on peut faire, hein. Donc, le fait de déplacer le gars, le fait d'avoir peur de parler, de peur que ça entache l'institution, si tu veux, tu vois, de se dire, bah, en fait, ouais, mais ça va porter préjudice à la fac, ça va porter préjudice à Ce qui l'hôpital. entache Alors, l'institution, c'est de cacher, je trouve. mais bien Moi, je trouve ça. sûr. Enfin, le fait de dire, ah bah, il y a eu un étudiant, il a agressé sexuellement des filles, on l'a viré, je vois pas en quoi ça entache l'institution, tu vois. Bah, évidemment, mais parce qu'en fait, le fond du truc, c'est que je pense que c'est des gens qui s'en battent les couilles, en fait, de la violence sexuelle. C'est des gens qui s'en battent les couilles. Moi, j'ai difficilement d'autres explications, en fait, Alors moi j'en ai pour ça. une, il y a des gens qui s'en battent les couilles et puis il y a des gens aussi qui n'ont pas le cul propre et qui se disent que ce sera peut-être leur tour si on commence à virer des gens pour agression sexuelle. Oui, 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 c'est aussi un petit peu une possibilité, hein, un petit peu. Et en fait, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, l'autre truc, c'est qu'il y a aussi une grande, comment dire, une grande empathie pour l'agresseur, tu vois. Il y a tout un discours de ah mais quand même, le pauvre, vous vous rendez compte, vous allez quand même pas l'empêcher de devenir médecin. Et là, vraiment, tu as envie de dire, mais attendez, les gars. Euh, 99,8% de la population française n'est pas médecin, d'accord? Ne pas être médecin, c'est bien moins grave que de vivre avec le traumatisme du viol toute sa vie, hein, par exemple, au hasard. Euh, Ne pas devenir médecin, c'est quand même une sanction qui est pas si ouf que ça. Alors, je veux bien que quand t'es promis à une grande carrière pour reprendre le cabinet de papa, ça soit un petit peu difficile d'avaler que tu vas devoir faire un métier de la plèbe comme ingénieur ou je sais pas. Franchement, n'importe quel métier où t'as pas accès à des gens en situation de vulnérabilité. Mais vraiment, le discours, c'est ça. Quand même, le pauvre, on va pas l'empêcher de devenir médecin. Mais vraiment, quoi. Mais bien sûr que si, on va l'empêcher de devenir médecin. Évidemment que si, on va l'empêcher de devenir médecin. Enfin, comment on peut accepter un truc pareil? Moi, ça me termine, mais ça ne m'étonne pas.
Parce qu'en Mais fait... Oui, moi, ce qui vas-y. m'étonne le plus, c'est le coup là avec les patientes là, parce que si tu dis on ne lui fait pas voir de patiente, tu es en train de dire on avoue que ce type est un danger public. Donc ça ne colle pas, tu vois. Genre et surtout en plus si tu le fais pas, tu vois. Mais si tu dis, c'est comme si tu avais un professeur des écoles, on disait ouais mais il voit pas de gamin, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Ça veut dire que tu sais que le gars est potentiellement un agresseur, mais tu le laisses professeur des écoles. Bah, ça a pas de sens. Exactement. Alors, je crois que dans l'éducation nationale, c'est pas toujours clean clean aussi, la manière dont sont gérés les trucs, mais il me semble que c'est moins pire qu'en médecine. Et là, je vais me permettre quand même de mettre un peu de contexte dans tout ça, parce que cette histoire, elle arrive dans un contexte qui est important à rappeler, qui est que la violence sexuelle en médecine, c'est partout. Alors, la violence sexuelle est partout dans la société, mais en médecine, c'est vraiment un délire. La violence sexuelle, elle fait partie des rites carabins, par exemple. Euh, tous les systèmes, les week-ends d'intégration, les traditions des carabins, les carabins, c'est les étudiants en médecine, sont centrés sur des choses sexuelles, pousser les gens à avoir des contacts sexuels non voulus. Euh, on mangeait, parce qu'elles ont été interdites récemment, dans les internats, c'est-à-dire les salles où il y a uniquement les médecins qui mangent, devant des fresques pornographiques immenses, hein, enfin qui prennent, je veux dire, des murs entiers. Hein, c'est pas un petit tableau au fond de la salle, c'est la totalité du mur face auquel tu manges qui représente ça. Il y a eu une étude de l'ANEMF qui a été réalisée récemment, qu'on vous mettra en description, qui a étudié, qui a sondé plusieurs milliers d'étudiants en médecine. Et on tombe sur des chiffres terrifiants sur le milieu étudiant. On tombe sur un taux d'agression sexuelle qui est de 1 sur 5. Il y a une femme étudiante en médecine sur 5 qui a été agressée sexuellement dans le milieu étudiant. Et il y a une femme sur 30 qui a subi un viol. Ça, c'est la situation actuelle en médecine. Et comme vous l'avez suivi récemment, il y a eu le MeToo Médecine, où il y a énormément, énormément, énormément de personnes qui se sont mises à témoigner. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont témoigné. Moi, j'ai vécu du harcèlement sexuel quand j'étais en stage. J'ai pas été, j'ai pas subi de viol, hein, mais enfin, pas dans ce contexte-là en tout cas. Mais j'ai subi du harcèlement sexuel. J'ai subi des choses qui sont de l'ordre de l'agression sexuelle aussi. Je vous laisserai aller voir sur Twitter si vous voulez. Et moi-même, je connais, enfin, quand j'en parle avec mes collègues au cabinet, quand j'en parle avec mes consoeurs, tout le monde a subi des trucs qui sont pas OK et qui débordent totalement. Et en fait, en médecine, euh, comme il y a une espèce de normalisation du truc, moi, à mon époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, comment dire, il n'y avait pas eu MeToo à l'époque. Et moi, quand j'ai vécu ça, ça m'était même pas venu à l'idée de dénoncer, euh, de porter plainte encore moins. Enfin, c'était vraiment totalement normalisé, ça faisait partie du jeu. Nous, il y avait certains services de l'hôpital, on savait qu'il y avait tel mec, tel mec, tel mec qui étaient des prédateurs. Et on savait que quand on passait dans son service, on allait se faire agresser. C'était acté et tout le monde était au courant. Moi, le gars, il y a un gars précis auquel je pense. Une de mes collègues au cabinet, elle a 15 ans de plus que moi. Et ben, elle aussi, 15 ans plus tôt, elle a été agressée par ce mec. Il l'a coincée dans une pièce, il lui a imposé, enfin, il lui a touché la poitrine, etc. C'était son chef. Alors en plus, on vous dit ça, tout ça, c'est dans le contexte de médecine où il y a une hiérarchie hyper, hyper forte, très violente, qui fait que s'opposer à son chef, c'est particulièrement compliqué. Et dans le cadre du milieu étudiant, les soirées médecine, c'est des soirées qui sont, on va dire, réputées pour que les gens aillent très loin dans l'alcoolisation, etc. Et donc, il y a très fréquemment des cas de viol, notamment des viols par vulnérabilité chimique, c'est-à-dire des filles qui sont rendues très vulnérables par la prise d'alcool et à qui on impose des rapports sexuels. Et vraisemblablement, c'est dans ce cadre-là que les agressions de Nicolas W. se sont passées. Une femme sur 30 qui est violée dans le milieu étudiant, dans les étudiantes en médecine. Ça, c'est les chiffres de l'enquête de la NEMF de 2021. Donc on parle d'un truc qui est d'une ampleur massive, qui concerne tout le monde. Et en plein MeToo médecine, c'est hallucinant de voir qu'un gars comme ça peut devenir médecin. Et une fois que j'ai dit tout ça, il y a quand même un autre truc qu'il faut dire, c'est que MeToo médecine, ça a beaucoup parlé des étudiantes en médecine, c'est très important, des femmes médecins, c'est très important, mais il faut aussi dire que les autres professionnels de santé peuvent subir de la violence sexuelle, et notamment de la violence sexuelle qui vient des médecins, les infirmières, les secrétaires, enfin tous les personnels qui peuvent être au contact de ces personnes. Et il y a encore un encore plus gros problème, c'est les patientes. Parce que la relation de soins, la relation du médecin à son patient, c'est par définition une relation asymétrique. Et on a un niveau de pouvoir sur le corps des gens qui est énorme. Moi, je fais partie des seuls êtres humains au monde où
quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, il fait ce que je lui dis, y compris des choses qu'il n'accepterait de personne. Si je lui dis de se déshabiller, il se déshabille. Si je lui dis qu'il va falloir que j'insère des objets ou des doigts dans ses parties intimes, il accepte. Parce que ça fait partie de l'examen médical. On a un pouvoir de dingue sur le corps des gens. On rajoute à ça l'emprise possible dans une relation de soins, etc. Le tout fait que euh, il y a un risque majeur à laisser des gens qui sont des agresseurs sexuels, alors en plus, qui ont normalisé ça pendant toutes leurs études, au contact de patientes, dans le huis clos de la consultation. C'est juste gravissime de considérer que ça passe et que c'est acceptable au XXIe siècle, dans un moment où on essaye d'avancer sur ces sujets-là, qu'un multirécidiviste puisse devenir médecin. Moi, je suis désolée, je le répète en boucle, mais c'est tellement hallucinant cette histoire que je j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots. Bah, surtout qu'en plus de ça, c'est hallucinant et c'est pas clair, tu vois. Moi, c'est toujours un truc qui me fait tiquer, c'est que quand les gens s'opposent, tu vois ils font un peu les bâtards ou je sais pas trop quoi, mais ils s'opposent clairement. Mais là, euh, tout est fait un peu en scred, c'est-à-dire qu'il est déplacé, mais on dit pas exactement ce qui s'est passé. Après, on dit qu'on a pris des dispositions, mais en fait, il y a aucune preuve, tu vois. Enfin, ça pue un peu, tu vois, comme histoire, ça pue parce que c'est pas fait de manière claire, et quand c'est pas fait de manière claire, c'est souvent que ça cache un petit peu quelque chose, tu vois. C'est pourquoi ne pas dire clairement ce qui se passe si si c'était clair, je veux dire, si c'était clair, on le saurait et puis on le dirait. Il y a quelque chose dont t'as pas parlé, je vais faire le sociologue chiant, mais enfin, dont t'as un petit peu parlé, mais tu disais, ouais, les médecins peuvent agresser d'autres professions médicales, mais c'est qu'en plus de ça, dans le milieu médical, il y a une vraie structure genrée et une structure raciale aussi dans l'hôpital, tu vois. C'est-à-dire que Mm. quand tu prends il y a des vrais travaux sociologiques là-dessus, Ouais. sur le fait, tu vois, en gros, les médecins, c'est souvent des mecs. Alors, plus ça va, plus c'est des femmes, hein, mais historiquement, on va dire, c'était plutôt des mecs. Après, t'avais l'infirmière, c'était souvent une femme blanche, tu vois. Après, t'avais de classe moyenne, on va dire. Après, t'avais l'aide-soignante, c'était souvent une femme blanche, mais plus un peu plus prolo, tu vois. Et puis après, t'as la femme de ménage qui, elle, est souvent plus une immigrée africaine ou une immigrée nord-africaine, tu vois. Et t'as vraiment cette structure qui pue la domination, tu vois, genre qui est vraiment à l'image de la structure des différentes structures de domination de la société. C'est-à-dire que tu as une structure qui est à la fois économique, le médecin de gagne plus d'argent, mais en plus de ça, tu as une structure genrée sexiste et une structure raciale en plus, tu vois. Enfin, c'est vraiment un état qui fait que le jour où tu as la femme de ménage africaine qui parle pas super bien la langue, qui se fait attoucher par le chef de service, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Déjà, pour mettre le mot viol dessus, c'est compliqué. Mais Mm. qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qui va la croire, cette meuf, tu vois? Et en plus, la personne qui pourrait faire son examen pour prouver le viol, ça va être un collègue du médecin qui l'a violé, tu vois? Enfin, c'est un enfer, le truc. Mm. Et tu vas te retrouver face à des institutions type le Conseil de l'ordre, etc., où on sait qu'ils ont, pendant des années, pas du tout été exemplaires sur ces questions. Et là, c'est un euphémisme, hein, que je suis en train de dire. Pas du tout exemplaire, c'est euh, dans les années 80, un ORL prend une plainte au Conseil de l'ordre parce qu'il a imposé une fellation à un petit garçon, il prend un blâme. Oh On parle de putain, ça, hein. l'enfer! Oui, oui, on parle de ça. C'est de ça qu'on parle, hein. Et actuellement, encore aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire condamner un confrère pour non-respect de la confraternité parce qu'il a dénoncé les agissements d'un médecin agresseur, d'un médecin violeur. Le non-respect de la confraternité, c'est une règle, la confraternité, qui dit que on ne doit pas dire du mal de nos collègues. En gros, hein, je simplifie. Alors, c'est quelque chose qui est fait pour euh, quand on a une alliance avec son patient, c'est important qu'il n'y ait pas d'autres professionnels de santé qui viennent tout détricoter en remettant en question frontalement l'autre professionnel de santé, parce que ça peut être dangereux pour la prise en charge, etc. Le seul problème, c'est qu'en fait, la confraternité, c'est devenu un moyen de protéger des gens qui ne se comportent pas bien. Actuellement, vraiment, il vaut mieux maltraiter ses patientes, il vaut mieux même violer ses patientes que dénoncer un confrère qui maltraite ses patientes ou qui viole ses patientes. Ça, c'est une réalité. On a beaucoup plus de risques de se faire condamner parce qu'on dénonce. Et c'est pour ça aussi que je fais très gaffe à ce que je dis ce soir, que je ne parle que de gens qui sont condamnés, ou en tout cas qui sont mis en examen et sur lesquels on a des preuves, que quand je donne quand je parle d'une affaire en particulier, je m'appuie sur des articles de presse, parce qu'en fait, le non-respect de la confraternité, ça me pend à la gueule si j'ouvre un peu trop ma gueule. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles tout le monde ferme sa gueule.
Donc c'est un vrai problème. Et le Conseil de l'ordre n'est pas exempt de ça. Les facultés de médecine ne le sont pas non plus. Les directions hospitalières ne le sont pas non plus. En fait, il y a des problèmes à tous les échelons. Et dans tous les échelons, on a une grande propension à avoir une grande, grande, grande empathie pour ces pauvres agresseurs dont il faut présumer de l'innocence et en avoir rien à battre des victimes. Et je me permets quand même de rappeler un truc, c'est que la réalité dans ce pays actuellement, c'est pas qu'il y a des millions de gens qui sont en prison pour des crimes qui sont pas commis, hein, qu'ils n'ont pas commis. La réalité de la violence sexuelle en France, c'est qu'il y a des millions de crimes qui ne sont pas punis et qui ne le seront jamais. 10% des enfants dans ce pays subissent de la violence sexuelle. Dans la grande majorité, ils le subissent dans leur famille. Une grande majorité des femmes a déjà vécu du harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles dans leur vie. Bref, la situation, elle est celle-là actuellement. Et donc, on le voit dans les milieux, dans tous les milieux, dans la famille, dans les milieux prolos, dans les milieux bourgeois. Mais il y a un truc très spécifique aux agresseurs qui sont en situation de pouvoir. Parce que eux, déjà, ils ont un pouvoir de nuisance beaucoup plus grand, ils ont accès, ils ont une possibilité d'agresser beaucoup plus grande. Mais en plus, ces gens-là sont beaucoup plus défendus, sont beaucoup plus protégés. Enfin, je veux dire, Depardieu, il y a une vidéo de lui qui fait des remarques sexuelles immondes sur une enfant qui fait du cheval. Emmanuel Macron, à la télé, vient dire c'est un grand acteur, tu vois. Putain, bien sûr que si ça avait été un mec, un énorme prolo, on n'aurait pas eu, cette déférence pour lui. Et pour autant, même dans les milieux prolos, il y a un truc spécifique à la violence sexuelle qui est qu'on s'en bat les couilles globalement. Et que une grande partie des victimes ne portent pas plainte, que quand on porte plainte, une grande partie des plaintes n'aboutissent pas, et que quand les plaintes aboutissent, une grande partie des condamnations sont dérisoires et en fait finissent par mettre plus en danger les victimes qu'elles ne les protègent. Et ça, c'est une réalité. Je me permets de faire un petit encart là-dessus, très rapidement, parce que le 29 mai, donc, il y a ce rassemblement, devant le ministère de la Santé. Mais il y a aussi autre chose. Il y a une personne qui va être jugée en appel. J'en ai parlé sur Twitter. C'est une affaire assez sordide. C'est un ancien chef scout, haut gradé policier, qui a été mis en examen pour avoir est suspecté d'avoir agressé sexuellement plusieurs jeunes hommes sur qui il avait autorité. Il les a agressés. Il est soupçonné de les avoir agressés dans son sommeil. En tout cas, c'est ce que rapportent les victimes. Et en première instance, il a été relaxé. Déjà pour le mettre en examen, ça a pris 14 ans, je crois. Un homme qui a autorité sur ces jeunes hommes, hein, qui en plus leur impose des contacts sexuels pendant qu'ils dorment, c'est ce que rapportent les victimes. Et la motivation du tribunal, ça a été de dire c'était aux victimes de signifier leur refus. Je rappelle que les victimes étaient endormies, d'accord? Donc je ne vois pas comment on peut signifier un refus quand on est endormi. Et eux, ce qu'ils décrivent, c'est t'es endormi, t'es agressé pendant ton sommeil, tu te réveilles, le type en qui t'as hyper confiance, que tu considères comme un père, qui a 40 ans de plus que toi, est en train de t'agresser sexuellement, t'es sidéré, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien chez les victimes de violences sexuelles, c'est la sidération. Et donc qu'un tribunal se permette de faire ce genre de conclusion, ce genre de motivation de jugement, mais ça en dit tellement long, en fait. Quand les gens viennent nous expliquer que le tribunal des réseaux sociaux, c'est pas bien, que la présomption d'innocence, c'est très important, et qu'on n'a qu'à aller porter plainte pour régler ça devant les tribunaux, mais la réalité, c'est que du début à la fin, c'est un cauchemar. Du début à la fin, c'est un cauchemar. Et je ne parle même pas du fait que la prise en charge policière et la prise en charge judiciaire est extrêmement maltraitante pour les victimes. Ça rajoute du trauma au trauma. Tout ça pour qu'au final, il y ait, dans une immense majorité des cas, un non-lieu ou une relaxe ou une peine dérisoire. La réalité, elle est celle-là actuellement. Et quand les mecs sont en situation de pouvoir, alors je ne dis pas que le fait qu'ils soient haut gradé flic joue, hein, bien sûr, loin de moi cette idée, hein. Mais voilà, la réalité, elle est celle-là. Et on parle du milieu Il n'y a médical, pas une mais cagnotte pour lui, comme le mec qui avait tué Naël, là? ah bah écoute, je sais pas, faudrait qu'il lance un appel. Mais il y en a plein, hein, des histoires intéressantes sur les policiers, hein. Il y a ce fameux policier qui était. Allez, Zoé en mode Père Castor qui nous raconte des histoires sur les policiers, là. Ça j'aime bien, ça. Ouais, c'est ça, bah, des histoires très sympas sur les policiers. Là, il y a ce policier, ça a été très, très médiatisé, notamment par Street Press, qui se trouve être un super copain du secrétaire général d'UNSA Police, le syndicat, qui est accusé de violence intrafamiliale grave sur sa femme et ses enfants.
et qui, alors je sais plus si elle a été relaxée ou si elle a pris une peine extrêmement dérisoire. Très récemment, là, on parle d'un homme qui menaçait son fils, hein, avec son arme de service quand il faisait des conneries, hein. On parle d'un mec qui fait ça, hein. On parle d'un mec qui, selon les victimes, brutalisait gravement, le battait, l'humiliait, etc. On parle de ça, hein. Et ben, le tribunal a conclu qu'il avait un droit de correction sur son fils. Que comme en fait, il l'a braqué avec son flingue, mais que le gamin avait fait une connerie, bah, c'était OK en fait, il y a pas de problème. Donc la Il y a qu'à réalité, pas elle faire de est celle-là. conneries aussi, tu vois. Moi, je comprends leur truc. Quand tu violes à Tours, tu vas peut-être pas violer à Limoges. Mmh. Quand le gamin fait une connerie, tu peux braquer. Non, mais je comprends en fait. Ouais, c'est ça, tout est logique, hein, C'est une vraiment, justice à vraiment, l'ancienne un peu. On retrouve un peu les bases. il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Et après, tu as des droitards complètement teubés qui viennent te sortir des stats sur les plaintes et les affaires condamnées en te disant que tu as, dans un cas très spécifique, dans tel endroit, sur tel type de crime sexuel qui représente une toute petite partie des crimes sexuels, eh ben, il y a une surreprésentation des étrangers. Et t'es là, mais les gars, en fait, il y a plein de types, ils compteront jamais dans vos stats parce qu'ils sont beaucoup trop en situation protégée pour le faire. En fait, c'est des mecs qu'on n'arrivera jamais à choper parce que leurs victimes portent pas plainte, parce que quand elles portent plainte, la plainte n'aboutit pas, ou que quand elles arrivent à les faire condamner, les mecs continuent à vivre leur vie peinard et vont finir radiologues pour récupérer le cabinet de papa. C'est ça la réalité. Et donc, tu peux autant que tu veux raconter que le problème c'est l'immigration. En fait, le problème c'est que il y a 95% de la violence sexuelle qui est commise par des hommes et qu'en fait, rien n'est fait pour arrêter cette impunité. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je suis pas, enfin comment dire, moi je suis pas une grande carcéraliste, hein. Enfin c'est mon projet, c'est pas ça. Mon projet, ça serait qu'on s'occupe correctement des victimes et surtout qu'on fasse un vrai travail d'amont pour prévenir les agressions sexuelles. Je pense qu'en médecine, par exemple, ça serait pas mal de former les personnels universitaires, former les personnels encadrants à qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une victime de violence sexuelle. Au hasard, est-ce que la première chose qu'on fait, c'est convoquer l'agresseur avec son papa et sa maman, dont on est les potes de promo, pour gentiment organiser son transfert pour qu'il puisse surtout vraiment, vraiment, vraiment continuer son cursus parce que ça serait trop dommage qu'il soit pas médecin. Au hasard, hein, peut-être que ça serait bien de pas faire ça. Peut-être que ça serait bien aussi d'arrêter de légitimer les actions de ces mecs, d'arrêter de minimiser ce que visent les victimes, d'arrêter de normaliser des faits qui sont juste pas normaux, de dire que c'est des blagues, de dire que ça fait partie des traditions, etc. Peut-être qu'en fait, le vrai combat, il est là. Et en définitive, là, ce qu'il faut demander, clairement, c'est une interdiction d'accès aux études de médecine aux gens qui sont condamnés pour des faits de violence sexuelle. Et au-delà de ça, il faut que des personnes qui sont condamnées pour violences sexuelles n'aient pas accès à des publics vulnérables en règle générale, c'est-à-dire les enfants, les personnes avec un handicap. Euh, il faut que ces gens ne soient pas au contact de publics vulnérables. Je ne sais pas comment dire autrement. Ouais, mais surtout là, dans une situation où il est multi-condamné, quoi. Mais je trouve que c'est important ce que tu as dit, et notamment par rapport aux traditions, que ce soit en médecine, mais même dans d'autres. Même dans d'autres traditions étudiantes, des choses comme ça, les soirées étudiantes, c'est quand même un risque. Je pense que les gens ne le conscientisent pas. Et notamment quand les gens arrivent à 18 ans, ils sont confrontés à ça, ils connaissent pas et tout. Et c'est vrai qu'il y a une responsabilité du coup des encadrants, tu vois, d'être formés à ça et d'essayer de détricoter le truc en comprenant la différence entre une blague et puis une agression sexuelle, tu vois. Et justement, je pense qu'il y a tout un travail à faire là-dessus pour diminuer à la source même le nombre d'agressions sexuelles, et aussi faire conscientiser qu'il y a des choses qui sont des agressions sexuelles que les victimes ne conscientisent pas, que même peut-être les agresseurs ne conscientisent pas non plus, tu vois. Je pense qu'il y a un gros travail ici à faire. Ce sera le mot de la fin, je pense, parce que là, on a déjà une belle capsule là-dessus. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Vous pouvez vous poser vos questions, ça nous donne des petites pistes pour les prochains épisodes. On en avait parlé, alors je sais pas si on en a parlé pendant l'épisode, mais peut-être de faire un truc sur le burn-out soignant, ça peut être intéressant. Là, je vois quelqu'un qui parle de porno et de viol, ça peut être intéressant aussi de parler de ça. Il y a plein de choses, je pense, qu'on peut aborder, donc n'hésitez pas à commenter, poser vos questions. Et je vous invite aussi à donner sur le Tipeee comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale Pas du Ring. Et je vous invite aussi à vous abonner surtout au Twitter de Zoé qui est docteur-du-bas Zoé-du-bas. Et sur ce, je vous dis à plus. Plus tout le monde, salut.